Alors, le thème qui a été choisi pour ce soir, c'est, vous le savez, Banque centrale, qu'avez-vous fait de notre monnaie? C'est un beau titre, c'est pas moi qui l'ai trouvé, n'est-ce pas? Ce sont les organisateurs. Et je voudrais rapidement vous dire comment je vais traiter ce sujet. D'abord, je voudrais faire quelques rappels historiques parce que j'ai le sentiment que cela va nous aider à bien comprendre le problème en cause. Ensuite, je rappellerai, mais ce n'est qu'un rappel, les fonctions actuelles des banques centrales. J'insisterai ensuite sur le caractère monopolistique des banques centrales avec deux conséquences importantes que cela peut avoir, l'inflation d'une part, l'instabilité monétaire et économique d'autre part. Je parlerai comme une conséquence des illusions de la politique monétaire et des manipulations monétaires en général. Et bien évidemment, je terminerai par les solutions possibles aux problèmes posés par les banques centrales à notre époque. Alors, je commence donc par les leçons d'histoire, ou d'une histoire plus ou moins reconstituée, que je ne veux pas du tout faire un récit historique. Mais je voudrais surtout voir la logique de l'évolution monétaire, celle qui nous a conduit au système monétaire de notre époque. Alors, bien évidemment, au départ, il y a beaucoup de siècles, de millénaires, ce que l'on connaissait, c'était l'économie de troc. On échangeait un bien contre un autre. Et évidemment, ce n'est pas d'une parfaite efficacité, parce qu'il faut, dans ce cas-là, rencontrer, trouver la personne qui veut faire l'échange exactement symétrique du vôtre. L'invention de la monnaie, elle s'est faite de manière spontanée, ça n'a pas été une construction étatique, elle s'est faite de manière spontanée sans que l'on sache exactement comment, mais probablement de manière progressive. À l'usage, les individus ont trouvé qu'il était avantageux pour eux d'utiliser un bien réel comme intermédiaire dans l'échange. Donc, au lieu de trouver une personne qui a exactement les besoins symétriques des vôtres, on vend un bien ou ses services contre un autre bien dont on n'a pas soi-même besoin, mais qui a un caractère monétaire et dont on sait qu'il sera acceptable par un grand nombre d'autres personnes à n'importe quel moment. D'où d'ailleurs la définition de la monnaie que j'aime bien utiliser, qui est la suivante, et cette définition, je crois qu'elle est importante à retenir, elle a des conséquences qui sont importantes, à savoir que la monnaie, c'est un pouvoir d'achat généralisé. Autrement dit, la monnaie est utile, elle est désirée, elle est demandée dans la mesure où elle est échangeable à n'importe quel moment, contre n'importe quoi, auprès de n'importe qui. Alors, bien évidemment, aucune monnaie dans le monde n'a ce caractère de généralité absolue, mais c'est en termes relatifs qu'il faudrait dire que telle ou telle monnaie est plus ou moins proche de cet objectif ultime et plus ou moins liquide, comme on le dit, n'est-ce pas, c'est-à-dire plus ou moins monétaire. Donc, l'échangeabilité de la monnaie dans le temps et contre d'autres biens, c'est ce qui caractérise la monnaie, c'est la raison pour laquelle elle est détenue. Donc, au début, la monnaie a eu une forme réelle, c'était une marchandise. L'or a joué ce rôle, vous le savez, bien longtemps, mais peut-être encore davantage même l'argent, mais ça a été aussi des pièces de tissu, des têtes de bétail. Enfin, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire de la monnaie, mais ce qui est important justement, c'est que, au départ étant un bien réel, la monnaie avait un pouvoir d'achat concret, n'est-ce pas? Et connaissant le prix de la monnaie par rapport aux autres biens, on pouvait bien évidemment calculer le prix relatif entre deux autres biens. Alors, faisons l'hypothèse, pour simplifier, que l'or a été sélectionné de manière spontanée comme le bien le plus monétaire, le plus utile. L'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il a été sélectionné, c'est certainement le fait que sa croissance a toujours été très lente. L'augmentation annuelle ou même décennale du stock d'or est extrêmement négligeable, donc une grande stabilité dans le stock d'or, et le fait qu'en même temps c'était un bien durable, facile à fondre et à utiliser. Donc faisons cette hypothèse que la monnaie est de l'or. Le seul problème, c'est que l'or est un peu difficile à transporter, en fait il est lourd, mais surtout il n'est pas indéfiniment divisible. Et pour des transactions de faible valeur, il est utile d'avoir des unités monétaires de moindre valeur, ce qui parfois
a été fait en utilisant un métal moins cher, moins rare, par exemple le bronze, nous savons bien, mais aussi parce qu'à un certain moment de l'évolution, on a inventé ce que j'appellerais les certificats d'or, et qui sont les ancêtres des billets de banque. Mais il est intéressant justement de savoir que les premiers certificats en question ont été émis non pas par des banques, mais par des joailliers en Angleterre, par exemple, qui ont voulu rendre un service à leurs clients en leur vendant ou en leur remettant des certificats d'or contre de l'or. Autrement dit, au lieu de faire circuler l'or lui-même, ce qui n'est pas toujours commode, on faisait circuler les droits de propriété sur l'or. Et l'émetteur de certificats d'or était en quelque sorte un garde-meuble. Il remplissait cette fonction de stocker l'or, empêcher qu'il soit volé, et il promettait d'échanger à n'importe quel moment les certificats d'or qu'il avait émis contre la quantité d'or qui était spécifiée. D'où d'ailleurs cette formule que vous connaissez sans doute aux États-Unis, quand on parle des unités monétaires, on parle parfois des IOU, je vous dois, parce qu'il était écrit sur le certificat, je vous dois telle quantité d'or. Mais la monnaie, c'était et restait à ce moment-là l'or. Dans un système de ce genre, il y a ce qu'on appelle des réserves à 100%, c'est-à-dire que l'émetteur de certificat garde une quantité d'or dans ses stocks qui est exactement égale à la valeur des certificats qu'il a émis. Donc il y a une garantie parfaite pour les détenteurs de certificats d'or de pouvoir échanger à n'importe quel moment leur certificat contre de l'or, proprement dit, auprès de l'émetteur du certificat. Le problème, évidemment, c'est que l'émetteur des certificats, il supporte des coûts. Par exemple, les frais de garde de l'or, les frais d'émission des billets, la nécessité de les changer quand ils sont usés, etc. etc. Et initialement, les frais en question étaient couverts tout simplement parce que, je vous disais que c'était les joailliers en particulier qui ont émis des certificats d'or. C'était en quelque sorte un produit d'appel pour eux. C'était un service qu'ils rendaient à leurs clients, et ils attiraient la clientèle en rendant ce service. On peut imaginer, bien évidemment, que les émetteurs de certificats fassent payer leurs services, mais ce n'est pas commode. C'est pas commode parce que les coûts sont, par exemple, proportionnels à la durée de détention des certificats, les coûts de détention, de garde de l'or, etc. Donc on a inventé, me semble-t-il, de manière naturelle, là encore toute cette évolution pour le moment est spontanée, on a inventé les réserves fractionnaires. Les réserves fractionnaires, c'est-à-dire que ceux qui émettent des certificats d'or, qui donc à l'origine étaient essentiellement des joailliers ou des commerçants, mais qui sont devenus des banques précisément parce qu'elles avaient un savoir-faire dans ce domaine, ces émetteurs de certificats d'or se sont rendus compte que tout le monde, évidemment, ne demandait pas le remboursement de leur certificat contre de l'or au même moment, et donc ils ont considéré qu'ils pouvaient prêter une partie de l'or qu'ils détenaient et mettre en contrepartie des certificats d'or. Donc c'est l'origine de l'activité monétaire des banques que nous connaissons bien, le fait que l'on émet des billets, plus tard on inventera les dépôts, et en contrepartie on fait des crédits. Il y a, c'était rappelé tout à l'heure, un débat à ce sujet. Il y a parmi les économistes, tout ce que l'on appelle les économistes de l'école autrichienne, à laquelle je me rattache personnellement, des gens qui maintiennent l'idée qu'il faut des réserves à 100% parce que ça fait partie du contrat entre le déposant et l'émetteur de certificat. Pour ma part, je considère que les réserves fractionnaires sont justifiées dans la mesure, justement, où ça permet de résoudre ce problème de la rémunération du service rendu par les émetteurs de certificats d'or. Et dans un système de ce genre, il est bien évident qu'un émetteur de certificats d'or, appelons-les les billets si vous voulez maintenant, ne peut pas se permettre d'en émettre de manière indéfinie, parce qu'il courrait le risque qu'un trop grand nombre de gens demandent au même moment le remboursement en or de leur certificat, et que par conséquent, ils sont incapables de leur donner satisfaction.
il perdrait la confiance des clients et il ferait faillite. On a un système régulateur qui est celui, en général, du capitalisme. Le propriétaire d'une entreprise qui ne rend pas les services qui seraient attendus de lui, eh bien, il perd sa clientèle et il risque de faire faillite. Donc, il est responsable, il essaye de faire ce qu'il faut pour éviter ce genre de choses. Donc, dans un système de réserve fractionnaire, il y a une limitation de la croissance monétaire qui est due tout simplement à la limitation de la croissance du stock d'or monétaire. Bien sûr, quand on passe d'un système de réserve à 100% à un système de réserve fractionnaire, il y a une augmentation de la masse monétaire, mais une fois qu'on a atteint le coefficient de réserve optimal pour chacun des émetteurs de certificats d'or, eh bien, la croissance de la masse monétaire, c'est-à-dire la croissance des certificats d'or, se fait à un taux qui est le même que celui du stock d'or monétaire. Alors, il y a à ce moment-là un phénomène intéressant qui se passe, à savoir que, je rappelais tout à l'heure, que la monnaie est un pouvoir d'achat généralisé. Elle est d'autant plus utile qu'elle est plus généralement acceptée. Et si chaque émetteur de certificat émet sa propre monnaie et qu'elle est échangeable uniquement auprès de lui, l'échangeabilité de la monnaie en est réduite parce que si vous voulez acheter quelque chose, par exemple avec le certificat d'or émis par M. Machin, eh bien la plupart des gens ne connaissent pas M. Machin, ne savent pas si on peut lui avoir confiance en lui, etc. Donc vous avez des unités monétaires très différentes qui circulent, qui portent éventuellement le nom de ces émetteurs, mais qui n'ont pas un caractère d'échangeabilité considérable. Et de ce point de vue-là, il est utile d'étendre l'aire de circulation de la monnaie. Et de manière spontanée encore, les émetteurs de billets, de certificats d'or, se rendent compte qu'il faut trouver le moyen d'étendre l'aire de circulation de leur monnaie. Et comment ils le font? Eh bien, ils le font en donnant des garanties mutuelles de convertibilité. C'est-à-dire que, admettons maintenant que ce soit des banques qui émettent des billets, la banque A va promettre à ses clients que s'ils détiennent les billets qu'elle a émis, eh bien, elle est prête à les échanger contre de l'or, bien entendu, mais aussi contre les monnaies émises par d'autres banques qui font partie d'un même système. Autrement dit, un système monétaire, c'est un système de cartel. Vous savez que le cartel, c'est une structure de marché qui est très critiquée en général parce qu'elle est définie comme une structure qui vise à spolier les consommateurs en créant une position monopolistique. Pour ma part, je défends les cartels, parce que bien souvent, les cartels libres, qui sont spontanés, créés librement, parce qu'ils sont bien souvent la conséquence d'une situation où il y a intérêt pour plusieurs producteurs à homogénéiser leur production, ça rend service aux consommateurs. Et ce que je critique, ce n'est pas les cartels spontanés, libres, ce sont les cartels obligatoires publics, qui sont bien fréquents. Donc il y a une organisation de ce genre, et historiquement, on sait que ça s'est passé comme ça. Un des exemples qui a été le plus étudié a été celui de l'Écosse, où il y avait 7 ou 8 banques qui promettaient entre elles de s'échanger, d'acheter sans limite les monnaies émises par les autres, et bien évidemment, ça impliquait qu'il y avait un système de compensation entre elles. La compensation se faisait en or. La chambre de compensation est apparue évidemment à ce moment-là. C'était normalement une filiale des banques qui faisait partie d'un même système monétaire. Donc nous avons eu un système de ce genre qui a fonctionné dans beaucoup de pays à travers le monde jusqu'au XVIIIe siècle ou même parfois le XIXe siècle, et qui était un système efficace parce qu'il y avait une limitation de la propension à créer de la monnaie pour la raison que je rappelais, à savoir la garantie de convertibilité en or. Le problème a changé. Alors oui, j'ajoute une chose dans ce système. Vous ne pouvez pas imaginer qu'une dévaluation ait lieu. Qu'est-ce que c'est qu'une dévaluation? C'est une diminution du prix, soi-disant garanti, d'une monnaie. Autrement dit, imaginez que vous ayez une monnaie qui s'appelle le franc et qu'on
on promet d'échanger 1 franc contre 1 gramme d'or. Vous revenez vers l'émetteur du billet sur lequel il est écrit « Je promets d'échanger 1 franc, ce franc contre 1 gramme d'or », et il vous dit « Ah non, je vous donne seulement un demi-gramme d'or ». C'est du vol, n'est-ce pas? C'est du vol, et qui, en tant que tel, peut être sanctionné par les tribunaux, ou tout au moins a pour conséquence que l'émetteur de billets qui a fait ça, il est plus crédible, et il perd sa clientèle, et il fait faillite. Et j'aurai l'occasion tout à l'heure de reparler de la dévaluation, mais il ne faut pas l'oublier, de manière générale, une dévaluation, c'est du vol, c'est rien d'autre. Et ce que je trouve très étonnant, c'est qu'on considère comme normal que les autorités monétaires volent les détenteurs de monnaie, alors que, bien évidemment, et heureusement, dans le monde civilisé, le vol est puni, soit par la justice, soit tout simplement par la réaction de ceux qui ont été volés. Alors, nous passons maintenant à une phase qui modifie totalement le fonctionnement du système, à savoir une phase où un privilège est donné à une banque particulière, privilège qui consiste en particulier, en général, à donner le monopole de la production de billets à une banque, et éventuellement de lui donner le monopole aussi de la chambre de compensation, dans la mesure où elle est censée assurer la convertibilité des différentes monnaies d'un système en or, et pour cela, elle assure la compensation. Pour la petite histoire, je vous signale au passage que c'est ce qu'a fait Napoléon Ier, par exemple. Il a donné le privilège d'émission des billets de banque à une banque qui s'appelait la Banque de France, mais qui n'était pas particulièrement bien considérée sur la place de Paris. Elle était moins efficace que d'autres, mais Napoléon avait une bonne raison de faire cela, c'est que lui et une partie de sa famille étaient actionnaires de la banque. Et il avait bien compris qu'en donnant un privilège de monopole à une entreprise, on faisait des profits de monopole. Petite parenthèse, là encore, le monopole, il y a une théorie du monopole que vous connaissez bien, évidemment, qui est formellement correcte, mais qu'on applique, à mon avis, à tort et à travers. Et pour ma part, je considère que il n'y a pas que la concurrence se définit comme la liberté d'entrée. Mais si vous avez un innovateur, eh bien, il a 100% de part de marché, on dit que c'est un monopole, on lui fait des procès à cause d'une législation complètement aberrante, mais c'est tout simplement la traduction de l'innovation. Les seuls vrais monopoles qui sont nuisibles, c'est les monopoles qui reposent sur la contrainte. Quelle contrainte? Forcément la contrainte étatique. Et ce sera le cas avec, évidemment, les banques centrales. Donc il y a un problème de langage qui est très important. Je me permets de signaler qu'en dehors des livres qui ont été signalés tout à l'heure, que j'ai fait paraître l'an dernier, j'en ai publié aussi 2 autres. L'un qui s'appelle « Concurrence et liberté des échanges », où vous trouverez ces idées développées. Et le 4e que j'ai publié depuis l'an dernier, il est en anglais, il s'appelle « Competition », c'est également sur la concurrence, « Competition, Coordination and Diversity », pour souligner l'importance de la concurrence pour créer la diversité à différents niveaux. Bon, je ferme cette parenthèse. Toujours est-il que le monopole est donné de manière obligatoire par l'autorité publique à une banque, et cette banque, le système donc devient un système hiérarchique avec une banque centrale qui garantit la convertibilité des différentes monnaies des différentes banques de son système, et qui prend également le monopole de la convertibilité en or. Donc on a un système où la banque truc, la banque machin émettent des dépôts, elles n'ont plus le droit d'émettre des billets, elles émettent des dépôts qui sont convertibles en monnaie banque centrale, et donc convertibles les dépôts sont convertibles entre eux par la même, et indirectement ils sont convertibles en or, puisque la banque centrale promet d'échanger sa propre monnaie contre de l'or. Alors, il se trouve que, bien évidemment, on a considéré que ce n'était pas normal qu'une banque qui bénéficie d'un tel privilège reste une banque privée, d'où la nationalisation des banques centrales. C'est ce qui s'est passé au XIXe siècle et au XXe siècle. Et désormais, donc, la banque centrale existe, elle est censée donner une garantie de convertibilité en or à sa monnaie,
et à garantir la convertibilité des différents signes monétaires, des différentes unités monétaires émises par les différentes banques du système sur lesquelles elle a un monopole. Et le système devient un système national, hiérarchique et public. Ce qui n'est pas du tout nécessaire. Les systèmes monétaires de notre époque ont ces trois caractéristiques qui sont nationaux, c'est un monopole national parce que l'État ne peut donner le monopole que sur le territoire sur lequel il a un pouvoir de juridiction. Donc les systèmes monétaires sont nationaux, ils sont publics, la Banque centrale est une organisation publique ou tout au moins contrôlée par la puissance publique, et ils sont hiérarchiques, il y a la Banque centrale et les banques en dessous. Et l'une des grandes différences qui est du fait de cette organisation, c'est que désormais, la dévaluation est possible. Et les banques centrales ne s'en sont pas privées. Elles peuvent, de manière discrétionnaire, décider du jour au lendemain de modifier le prix auquel elles rachètent la monnaie qu'elles ont émise. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est du vol, c'est rien d'autre que du vol. Une dévaluation, c'est du vol. On l'a écrit sur les billets de banque même, on a promis d'échanger telle unité monétaire contre telle quantité d'or, d'argent, ce que vous voulez, et puis le jour où on veut faire respecter cette promesse, eh bien, l'émetteur de la promesse vous dit ben non, je vais changer. Vous voyez, il y a de ce point de vue-là quelque chose de tout à fait étonnant. Je suis très surpris qu'on accepte ce genre de choses. La morale générale qui consiste à respecter les contrats, on considère qu'elle n'est pas valable pour les autorités publiques, que l'État peut, ou les autorités monétaires, peut de manière discrétionnaire modifier les termes de ce qu'il avait promis. C'est ce qui se passe, bien évidemment, de manière générale. Il change les impôts, il change les réglementations, etc. Donc on est passé de l'ordre du contrat, qui est un ordre stable et civilisé, avec lequel les gens peuvent faire des prévisions correctes, à un ordre, ou plutôt à un désordre discrétionnaire. Et on en est arrivé, vous le savez, finalement, à une situation où même la garantie en or a disparu. Même la garantie en or a disparu, et ça c'est relativement récent. Actuellement, un euro n'a pas de définition. Un euro, c'est un euro. C'est ce qu'émet de manière discrétionnaire la Banque centrale européenne. Un dollar, c'est un dollar. Donc on puisse dire quel est le pouvoir d'achat contre lequel il est échangeable. Et alors, la conséquence, eh bien, on la voit, c'est que jamais dans l'histoire, on a eu autant d'inflation que depuis que les banques centrales publiques existent. Là, j'ai juste un graphique, je ne sais pas si vous le voyez, concernant les États-Unis. Le graphique part de l'année 1800 et le Federal Reserve System a été créé en 1917 et c'est ici, à partir de là, il y a une augmentation des prix absolument considérable. Quand on regarde l'évolution, je n'ai pas la courbe en question, quand on regarde l'évolution sur 20 siècles, il y a une stabilité à peu près totale des prix, sauf à la période où il y a eu le pillage de l'or de l'Amérique latine quand elle a été découverte. Il y a eu une petite augmentation des prix, mais une stabilité sur 20 siècles, c'est quand même extraordinaire. Et puis, à partir du 19e et surtout du 20e siècle, une augmentation absolument considérable. Donc, jamais autant d'inflation et jamais autant d'instabilité monétaire. Je vais revenir là-dessus. J'ai ici un billet de la Banque centrale du Zimbabwe. Alors, c'est un billet de 100 millions de dollars de Zimbabwe. Et il y a écrit dessus, c'est tout à fait étonnant, il y a écrit « I promise to pay the bearer on demand ». Je promets de payer au porteur de ce billet sur demande 100 millions de dollars. C'est-à-dire, je promets d'échanger ce billet contre un billet pareil, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est quand même, ce qui est étonnant, n'est-ce pas, c'est la réminiscence historique des IOU dont je vous parlais. Je promets d'échanger tel billet contre telle quantité d'or. Mais là, comme il n'y a pas de garantie or, on l'échange contre lui-même. C'est tout aussi tout à fait étonnant et caractéristique. Alors, j'en viens rapidement aux fonctions de la Banque centrale. La Banque centrale a donc, en général, à notre époque, le monopole de l'émission de billets sur le territoire national.
Elle est généralement également chargée de la compensation, de la chambre de compensation. Elle fait une politique monétaire. Une politique monétaire, une politique de création monétaire. Alors, je ne vais pas vous rappeler des choses que vous avez bien évidemment apprises, à savoir qu'il y a une relation entre ce qu'on appelle la base monétaire, qui est le bilan de la Banque centrale, et la masse monétaire, qui est le total de la monnaie en circulation. Il y a des expressions qui traduisent cette relation et qui dépendent en particulier du coefficient de réserve. Coefficient de réserve des banques commerciales en termes de monnaie banque centrale, de réserve auprès de la Banque centrale. Pourquoi? Parce que la Banque centrale ayant précisément le monopole de la production de billets, les clients des banques demandent de temps en temps à échanger leurs dépôts contre des billets. Donc la banque commerciale doit se tourner vers la Banque centrale et échanger des réserves qu'elle a auprès de la Banque centrale contre des billets. Et bien évidemment, on retrouve toujours cette idée que si les coefficients de réserve sont trop faibles, eh bien, il y a un risque que la banque ne puisse pas satisfaire les demandes d'échange de ses clients. Mais bien souvent, on a également un système de réserve obligatoire par lequel la Banque centrale fait fonctionner sa politique monétaire, les réserves obligatoires, la manipulation des taux d'intérêt directeurs, l'open market, vous connaissez, tout cela sont des instruments de la politique monétaire. Et donc, la Banque centrale, en suscitant une expansion de la base monétaire, de son bilan, c'est-à-dire qu'elle achète des créances et en contrepartie elle émet de la monnaie banque centrale, eh bien elle peut faire de la création monétaire de manière illimitée. Alors cela est possible bien entendu parce qu'on est dans des systèmes de réserve fractionnaire. Je disais tout à l'heure qu'il y avait un débat en particulier entre les économistes de l'école autrichienne, entre ceux qui sont favorables aux réserves à 100% et ceux qui acceptent les réserves fractionnaires. Pour ma part, je considère que le problème dans le système monétaire de notre époque, c'est pas qu'il y ait des réserves fractionnaires, mais c'est qu'il y ait un monopole de la Banque centrale. Parce que c'est ce monopole de la Banque centrale qui permet de créer sans limite de la monnaie, tout au moins depuis qu'on accepte l'idée, ou bien que la Banque centrale puisse dévaluer si elle prétend donner une garantie, par exemple en or, ou bien que la garantie or même est disparue. La Banque centrale est généralement considérée également comme un prêteur en dernier ressort, c'est-à-dire qu'elle est censée aider les banques qui sont en difficulté pour éviter qu'elles fassent faillite, et je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Et puis si on se trouve dans un système de change fixe, elle donne une garantie de convertibilité à prix fixe entre sa monnaie et une autre monnaie, une monnaie émise par une autre banque centrale. Mais là encore, cette promesse est une promesse illusoire, puisqu'elle se permet à tout moment d'en changer. Alors, j'en viens donc aux conséquences de cette situation de monopole de la Banque centrale. Et comme je l'ai annoncé tout à l'heure, je voudrais souligner le problème de l'inflation et le problème de l'instabilité monétaire. Je l'ai rappelé tout à l'heure, on peut définir la monnaie comme un pouvoir d'achat généralisé. Et si les individus désirent détenir de la monnaie, c'est précisément parce qu'elle représente un pouvoir d'achat. Ce que nous désirons détenir, ce n'est pas tant ou tant d'euros, c'est des euros qui représentent tant ou tant de pouvoir d'achat. Or, l'inflation peut se définir, c'est bien connu, comme l'augmentation du prix des biens, des produits, des marchandises en termes de monnaie. Mais je préfère pour ma part définir l'inflation de manière symétrique comme la diminution du prix de la monnaie en termes de biens. Ce qui veut dire tout simplement que l'inflation, ça représente une détérioration du pouvoir d'achat de la monnaie, c'est-à-dire une détérioration de la qualité de la monnaie. Puisque la monnaie rend service en tant que pouvoir d'achat en attente, eh bien, plus il y a d'inflation, moins la monnaie est utile. Or, la monnaie, c'est quelque chose d'essentiel. C'est elle qui permet l'échange entre les individus, qui permet l'échange dans le temps, etc. Donc, je crois que pour cette simple raison, on ne devrait jamais être favorable à l'inflation. Et je suis très surpris, là encore, de voir que tant de gens, on le voit tous les jours dans les journaux, désirent qu'il y ait un peu plus d'inflation.
la Banque Centrale Européenne a maintenant pour objectif d'atteindre 2%. Elle ne veut pas dépasser 2%, mais 2% quand même. Et 2%, ce n'est pas négligeable. Ça veut dire 2% d'inflation. Ça veut dire une détérioration du pouvoir d'achat de la monnaie de 2% par an, c'est-à-dire un taux d'intérêt réel sur les encaisses monétaires de 2%. C'est quand même considérable. De ce point de vue-là, on devrait reconnaître que la déflation est souhaitable. La déflation, c'est la baisse du prix des marchandises en termes de monnaie, c'est-à-dire l'augmentation du prix de la monnaie en termes de marchandises, augmentation du pouvoir d'achat de la monnaie. Donc pour ma part, je suis favorable à la déflation. Et là encore, vous entendez dire tout le temps qu'il faut éviter la déflation, que le Japon a connu des difficultés à cause de la déflation au cours des années ou des décennies récentes. Ce n'est pas parce qu'il y a deux phénomènes qui se passent en même temps que l'un est la cause de l'autre. En réalité, il y a d'autres causes aux difficultés japonaises qui sont des rigidités réglementaires absolument terrifiantes qui limitent l'activité entrepreneuriale, un déficit budgétaire qui aboutit à une dette qui est, je crois, la plus importante dans le monde, des impôts très destructeurs, etc. Bien entendu, quand on parle de déflation, les gens ont souvent en tête ce qui s'est passé lors de la crise de la Grande Dépression des années 29-30, des années 30. Ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est qu'il y a eu une chute considérable de la quantité de monnaie aux États-Unis, mais une chute non prévue, non prévisible. Et par conséquent, les entreprises, les entrepreneurs se sont trouvés coincés entre des prix qui chutaient, les prix de gros ont chuté de 40%, les prix de détail de, je crois, 32% en un an, mais des salaires qui étaient fixés, des salaires nominaux qui étaient fixés par contrat, et donc qui n'ont pas baissé. Et donc, beaucoup d'entreprises ont fait des pertes considérables, elles ont fait faillite. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait eu de la déflation, mais que cette déflation ait été imprévue, imprévisible et très forte, n'est-ce pas? Mais si nous étions dans un système de déflation de long terme, mais tout le monde saurait qu'il y a une baisse des prix, par exemple, de 2%. Imaginez, par exemple, que vous ayez une seule monnaie dans le monde et que la quantité de monnaie soit absolument stable pour toujours. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des progrès de productivité dans un grand nombre d'activités, et donc les prix des biens en question diminuent, plus ou moins selon les progrès de la productivité, mais de manière générale, il y a une baisse des prix des biens. Et c'est comme ça d'ailleurs que le pouvoir d'achat des individus augmente, mais aussi que le pouvoir d'achat de la monnaie augmente. Donc, c'est, je crois, un système tout à fait souhaitable. Et alors, ceci m'amène à une remarque. Et là encore, je suis surpris que cette remarque qui relève de l'évidence, d'après moi, elle ne soit jamais faite. Elle ne soit jamais faite. Cette remarque est la suivante. C'est que, imaginez là encore, une situation où vous avez une quantité de monnaie qui est stable. Vous avez une croissance économique, parce qu'il y a du progrès technique, de l'accumulation de capital, etc. L'augmentation des transactions fait que les individus vont avoir besoin de davantage de monnaie. Il va y avoir donc sur le marché une augmentation de la demande de monnaie contre produit, c'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation du prix de la monnaie par rapport au produit, c'est-à-dire une déflation. Et donc la valeur réelle des encaisses monétaires augmente et le besoin d'encaisse des individus est satisfait par ce simple phénomène, ce qu'on appelle dans la littérature l'effet d'encaisse réelle. L'effet d'encaisse réelle me paraît être le cœur des problèmes monétaires, mais il est très rarement évoqué. Donc ça signifie que les individus arrivent toujours à se procurer la quantité de monnaie qu'ils désirent, parce qu'ils désirent des encaisses réelles et pas des encaisses nominales. Et donc il n'y a pas besoin de créer de la monnaie, il n'y a jamais besoin de créer de la monnaie. Et puisqu'il n'y a pas besoin de créer de la monnaie, il n'y a pas besoin de banque centrale. Les deux choses sont liées, n'est-ce pas? Puisqu'on prétend qu'il faut avoir une banque centrale pour créer de la monnaie. Si on avait une masse monétaire pour toujours, eh bien, les besoins monétaires seraient satisfaits tout simplement par la baisse des prix
monétaire. Je reviens à l'inflation. L'inflation a toutes sortes de conséquences fâcheuses. Alors, bien évidemment, la première conséquence, c'est cette détérioration du pouvoir d'achat de la monnaie. La deuxième, c'est qu'elle se traduit par ce qu'on appelle parfois un impôt d'inflation. En effet, les individus, voyant que leur monnaie perd de la valeur, reconstituent, pas totalement, mais partiellement, leurs encaisses réelles. Ils sont obligés d'acheter à nouveau de la monnaie au système bancaire, et donc un transfert de ressources des utilisateurs de monnaie vers les producteurs de monnaie. Les autorités monétaires le savent bien, et l'une des raisons peut-être justement pour lesquelles elles aiment l'inflation, c'est que ça fait des profits importants pour la Banque centrale. Je suis souvent frappé dans un certain nombre de pays, quand on visite une ville, on voit un superbe bâtiment qui domine tous les autres, c'est la Banque centrale. Elle a tellement de fric, n'est-ce pas, qu'elle peut le construire pour ses propres besoins. Les profits sont énormes, parce que la monnaie, ça ne coûte rien à produire, c'est un jeu d'écriture, hein, mais ça rapporte beaucoup. Ça rapporte beaucoup. Et donc c'est une tentation de créer de la monnaie, mais ça représente un prélèvement sur les ressources d'autrui. C'est un impôt qui n'est pas voté. L'inflation crée des incertitudes parce que il y a des décalages entre la politique monétaire et ses effets du point de vue des prix, des effets de répartition entre les créanciers et les débiteurs, qui dépendent évidemment du fait de savoir si les taux d'intérêt nominaux s'ajustent plus ou moins bien au taux d'inflation. Et par ailleurs, l'inflation facilite évidemment le financement des déficits publics. J'ai été frappé, là encore, de lire bien souvent dans les journaux que ça pourrait être intéressant pour la Grèce de quitter l'euro, parce qu'initialement, donc, on dirait par exemple une drachme égale à un euro. Et puis après, la Banque centrale grecque ferait de l'inflation, elle dévaluerait la monnaie, et donc une dette publique qui avait une certaine valeur en euros diminuerait. Mais là encore, c'est du vol, n'est-ce pas, de faire de l'inflation pour diminuer le poids de la dette publique. Mais j'ai été surpris de lire dans beaucoup de journaux français une idée de ce genre en disant que c'était fâcheux qu'on n'ait pas assez d'inflation en Europe, ça serait bien qu'il y ait plus d'inflation, ça faciliterait le financement des déficits publics. Un individu n'a pas la possibilité de soulager le poids de sa dette en faisant de l'inflation. Seules les autorités, parce qu'elles ont l'usage, le monopole de la contrainte légale, peuvent le faire. Donc le premier effet du monopole, c'est l'inflation, et l'inflation n'est possible que parce qu'il y a le monopole, bien évidemment. Le deuxième effet, eh bien, c'est l'instabilité. Et j'en veux pour preuve la crise monétaire que nous avons connue il n'y a pas longtemps, dont je dirai quelques mots. Mais je voudrais peut-être d'abord faire un tout petit rappel théorique. Il est d'usage d'opposer les keynésiens et les monétaristes. Alors, je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus. Vous le savez, dans la théorie keynésienne, le taux d'intérêt est considéré, à tort, à mon avis, comme le prix de la monnaie. Le taux d'intérêt, c'est le prix du temps, ce n'est pas le prix de la monnaie. Et les keynésiens sont favorables à une politique monétaire expansionniste parce qu'il faut pour cela diminuer le taux d'intérêt, puisque la monnaie, à notre époque, a nécessairement, enfin la création monétaire a nécessairement à notre époque simultanément une création de crédit. Et donc pour augmenter les crédits, il faut baisser les taux d'intérêt. Et dans la perspective keynésienne, ceci permet d'augmenter les investissements, et ce qui intéresse les keynésiens, ce n'est pas tellement le fait que l'investissement puisse créer permettre une production ultérieure, mais c'est le fait que ça augmente la demande globale. Et comme vous le savez aussi, dans des hypothèses très spécifiques de la théorie soi-disant générale de Keynes, dans des hypothèses très spécifiques, une élasticité de l'investissement à l'intérêt des trappes monétaires, alors c'est la politique budgétaire qui est efficace. Mais ces deux hypothèses sont des hypothèses tout à fait imaginaires et qui ne correspondent absolument pas à des hypothèses de rationalité humaine. Je n'ai pas le temps de le développer. Donc, les keynésiens ont cette position-là, ils sont favorables à la politique monétaire et à la politique budgétaire expansionniste.
Et on oppose bien souvent, à juste titre d'ailleurs, aux keynésiens, les monétaristes. Alors vous le savez, Milton Friedman, qui a été le représentant le plus éminent, a bien souligné que la politique monétaire était inefficace malgré ce qu'on pouvait croire. À l'époque où les partis en guerre contre l'expansion monétaire, il y avait quelque chose à la mode que vous connaissez bien, qui est la courbe de Phillips, la prétendue relation inverse entre l'inflation et le chômage. Et c'était devenu un leitmotiv des politiques économiques. Pour diminuer le chômage, il faut augmenter la quantité de monnaie. Et Friedman a montré de manière très convaincante que cet effet existait à court terme parce que la politique monétaire crée des illusions. Elle permet d'augmenter le prix des biens vendus par les entreprises, et dans la mesure où les salaires nominaux ne s'ajustent pas immédiatement, le salaire réel baisse, et donc ça accroît le profit des entreprises qui peuvent embaucher davantage. Mais peu à peu, bien évidemment, tout le monde prend conscience de l'inflation, les salaires nominaux augmentent de manière à retrouver le niveau désirable des salaires réels. Et Friedman montrait que dans le long terme, il y avait au contraire une courbe de Phillips inversée, à savoir que plus il y avait d'inflation, moins il y avait d'emploi et d'activité économique, ce qui se comprend. Ce qui se comprend parce que la monnaie peut être considérée comme un facteur de production. L'inflation, ça veut dire que ce facteur de production est de moins bonne qualité et l'économie est moins efficace. On le sait bien, dans les cas d'hyperinflation, par exemple, eh bien, le mécanisme économique fonctionne de manière extrêmement difficile. Et on le constate d'ailleurs statistiquement, il y a effectivement sur le long terme une relation inverse entre l'inflation et le chômage. Donc, Friedman, pour cette raison, préconisait qu'on impose aux banques centrales ce qu'on a appelé la règle monétaire, c'est-à-dire une politique de création monétaire limitée et stable, prévisible dans le temps. Donc on oppose ces deux écoles, et à juste titre elles sont opposées, mais on oublie bien souvent l'école autrichienne que j'ai déjà évoquée. Et là, l'école autrichienne, qui a été en particulier illustrée pour ces problèmes-là par Mises et Hayek, elle a développé une théorie autrichienne du cycle que pour ma part je considère comme extrêmement importante, et comme la seule théorie qui explique par exemple la crise monétaire et financière que nous avons connue en 2007-2008 et après. Et malgré cela, elle a été complètement méconnue. La théorie autrichienne du cycle insiste sur le fait que pour créer plus de monnaie, on baisse le taux d'intérêt. Je vous le rappelle, le taux d'intérêt, c'est le prix du temps, et manipuler un prix aussi important que le prix du temps, ça a forcément des conséquences qui sont fâcheuses. Les conséquences qui sont en particulier soulignées par l'école autrichienne, c'est le fait que ça crée des distorsions dans les structures productives et les structures de prix. Le taux d'intérêt baissant, ça incite un certain nombre d'investisseurs à emprunter pour réaliser des projets qui normalement ne seraient pas rentables, pas suffisamment rentables, ou qui seraient trop risqués. Mais les crédits qui sont distribués sont des crédits parfaitement illusoires. Ils ne correspondent pas du tout à une épargne volontaire. Autrement dit, vous avez des individus qui gagnent des revenus et partagent leurs revenus entre consommation et épargne, on fait croire qu'il y a plus d'épargne que ce qui est désiré par les individus, ce qui fait qu'il y a une distorsion entre la demande de biens de consommation des individus d'une part et la demande de biens d'investissement des gens qui ont obtenu des crédits. Et pour bien comprendre le problème, je voudrais juste rapidement comparer deux modèles. Le modèle de référence qui correspond plus ou moins à la réalité du XVIIIe et d'une partie du XIXe siècle. C'est un modèle que je caractérise par deux choses. Vous avez une épargne abondante et volontaire, et vous avez une stabilité monétaire, par exemple une quantité de monnaie constante. Dans ce cas-là, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait un cycle économique. Pour quelle raison? Parce qu'il n'est pas concevable que l'offre de fonds prêtables, l'offre ou le montant d'épargne varie de manière brutale. Il n'est pas non plus concevable
que la demande de fonds pour des investissements varie de manière importante. Pendant de longues périodes de l'histoire de l'humanité, les cycles économiques ont eu des causes réelles, c'est-à-dire des causes climatiques, des guerres, des épidémies, etc. Et puis tout ça a été résolu par la diversification des économies, par les techniques d'assurance, etc. Et depuis le 19e siècle, et surtout le 20e, les cycles économiques sont d'origine monétaire et financière. Donc le modèle de référence, il n'y a pas de cycle. Le modèle de notre époque, c'est un système où nous avons une épargne souvent faible, avec en particulier un manque de fonds propres, et une création monétaire importante. Et c'est précisément parce que l'épargne est considérée comme trop faible par rapport à la demande de fonds pour l'investissement que les États sont incités à créer une manière artificielle de la monnaie et donc en contrepartie de distribuer des crédits. Pourquoi l'épargne est faible? Je n'ai pas le temps de le développer, mais à mon avis, c'est essentiellement pour des raisons fiscales. C'est ce que j'ai développé abondamment dans mon livre « La tyrannie fiscale ». Donc c'est une conséquence de l'interventionnisme étatique, et comme ça se passe bien souvent, l'interventionnisme étatique a des effets dits pervers, mais en fait des effets prévisibles, et on essaie de les guérir par un nouvel interventionnisme qui crée de nouveaux problèmes. Donc les problèmes de fiscalité et de création monétaire sont liés entre eux de ce point de vue-là, et ils sont à l'origine des cycles. C'est exactement ce que l'on peut constater dans la crise récente. Cette crise a été provoquée par le fait qu'on a eu, au début du XXIe siècle, une politique monétaire extrêmement expansionniste aux États-Unis, mais aussi en Europe, au Japon, au Royaume-Uni, etc. L'un des signes, c'est par exemple la variabilité du taux d'intérêt directeur de la Banque centrale des États-Unis, qui est passé de 6% au début du siècle à 0,5% ultérieurement, puis il est remonté à partir de 2005-2006. C'est une variabilité absolument fantastique. Et dedans, jamais on n'a vu une telle variabilité au XVIIIe siècle. Et ceci a été la cause, par exemple, de la politique des subprimes. On a fait croire aux gens, c'est une création d'illusions, on a fait croire aux gens que l'épargne était plus abondante qu'elle ne l'était en réalité, qu'elle était moins chère qu'on pouvait s'endetter à des taux d'intérêt plus faibles que ceux qui auraient été impliqués par la véritable rareté de l'épargne, d'où tous ces gens qui se sont endettés pour acheter un logement, par exemple, et puis lorsque les taux d'intérêt ont remonté, eh bien, ils ont été coincés, ils ont fait faillite, etc. Donc l'État est créateur d'illusions de ce point de vue-là. Et alors, bien évidemment, la crise monétaire que nous avons connue a été aggravée par un certain nombre de facteurs que je n'ai pas le temps de décrire, que j'ai analysé en détail dans mon livre « Revenir au capitalisme pour éviter les crises », ce qui paraît un titre provocant à un certain nombre de gens, mais ce que je crois pour ma part profondément. Je voudrais juste insister sur un point qui est important, parce qu'on a dit constamment la crise a été provoquée par le fait que le capitalisme est un système instable, que les marchés sont instables, les banquiers, des banquiers avides ont pris trop de risques pour avoir des profits plus élevés. Mais on oublie une chose, c'est que lorsqu'on parle des banquiers, on ne précise pas exactement de qui il s'agit. Et là encore, je voudrais faire une comparaison entre le monde du XVIIIe siècle et le monde actuel. Au XVIIIe et au XIXe siècle, en grande partie, qu'est-ce qu'on avait? On avait un très grand nombre de petites banques qui appartenaient à des capitalistes, un ou deux ou un petit nombre de capitalistes, qui mettaient leur propre argent dans la banque. Et donc ils étaient incités à ne pas prendre de risques parce qu'ils voulaient éviter la faillite. Qu'est-ce que nous avons à notre époque? Et ceci en partie justement à cause des politiques économiques, par exemple le fameux too big to fail, n'est-ce pas? On sait que si une banque est très grande, elle ne risque pas de faire faillite parce que la banque centrale sera là pour les sauver. Donc ça a un effet pervers. Et donc, quand vous avez une banque avec 1 million de petits actionnaires, aucun d'eux ne peut exercer un pouvoir de contrôle. Les décisions sont prises par des salariés, les managers, les directeurs des banques, qui sont des salariés. Et eux,
ils sont un petit peu indifférents au problème de savoir s'ils prennent trop de risques ou pas. Ils ont intérêt à jouer le court terme. Un salarié a intérêt à jouer le court terme par rapport à un capitaliste. Et donc, ils ont intérêt, effectivement, à prendre beaucoup de risques pour maximiser leurs revenus à court terme. Et je reconnais que ça a été le cas, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le capitalisme qu'il faut critiquer, c'est justement l'insuffisance du capitalisme. Si on avait des vrais propriétaires de banques, ce genre de comportement serait évidemment plus rare. Alors, je vous avais dit que j'évoquerais les illusions de la politique monétaire et des manipulations monétaires. Je me rends compte que j'ai été déjà trop bavard. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, puisque, au fond, j'ai déjà évoqué ce problème des illusions. Je vous ai dit au passage que Milton Friedman avait bien montré que la courbe de Phillips existait à court terme parce qu'on crée des illusions du point de vue du salaire réel. Les Autrichiens ont montré que la politique monétaire créait des illusions puisqu'elle provoquait des taux d'intérêt nominaux trop faibles par rapport aux taux d'intérêt naturels de long terme. Je voudrais juste ajouter un point concernant les dévaluations. Alors, je vous ai dit à plusieurs reprises déjà qu'une dévaluation, bon, c'est une manipulation monétaire, et là encore, c'est une politique qui est recommandée, par exemple, pour la Grèce. Je vous ai dit à plusieurs reprises que cette politique était pour moi rien d'autre que du vol, était donc malhonnête, mais elle est par ailleurs inefficace. Et elle est inefficace. Et de ce point de vue-là, il y a plusieurs aspects qui me paraissent importants. Vous lisez, vous entendez dire constamment que si vous avez une dévaluation d'une monnaie ou si vous avez une monnaie qui se déprécie, comme ça a été le cas pour l'euro récemment, eh ben c'est très bien parce que ça va permettre de diminuer les importations puisque les prix des importations augmentent et de stimuler les exportations. Alors ça, c'est un raisonnement purement keynésien que je n'ai pas le temps de critiquer, mais je voudrais quand même vous faire remarquer la chose suivante au passage. En tant qu'individu, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez acheter au moindre prix et vendre le plus cher possible. Comment se fait-il que, parce qu'on a recours à l'échange international, on renverse cette logique et on considère comme formidable d'avoir à payer cher ce qu'on achète et de ne pas vendre cher? C'est absurde, c'est absurde. Et ce qui me frappe d'ailleurs actuellement, c'est de voir dans les journaux qu'on dit, d'une part, c'est bien, l'euro se déprécie, c'est bien, le prix du pétrole baisse. Alors, il faudrait savoir, qu'est-ce qui est bien? Que le prix baisse ou que le prix monte? On trouve que c'est bien que le prix du pétrole baisse, mais on trouve que c'est bien que le prix des autres biens augmente. C'est délirant, n'est-ce pas? Il n'y a pas de logique là-dedans, il n'y a pas de cohérence. Or, par ailleurs, il faut souligner du point de vue économique que, en réalité, cette dévaluation ou cette dépréciation, elle est inefficace, parce que qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, peu à peu, il va y avoir une contagion de la hausse des prix à partir des biens importés dans tout le système des prix d'un pays qui est dévalué. Et les producteurs de biens qui sont exportés, alors au début, ils ont ce qu'on appelle, sur une formule que j'aime pas, un gain de compétitivité. Mais ils vont être obligés d'acheter de plus en plus cher leurs facteurs de production, leurs biens intermédiaires, etc. Donc, pour pouvoir survivre, ils vont être obligés peu à peu d'augmenter leurs prix. Et au bout de quelques temps, on retrouvera exactement les prix relatifs entre les exportations et les importations qu'on avait au début, et il n'y aura strictement aucune conséquence sur la balance commerciale. Qu'est-ce qui détermine en réalité l'existence, par exemple, d'un déficit de la balance commerciale? Le déficit de la balance commerciale, c'est la contrepartie d'un excédent de la balance des capitaux. Si vous avez, par exemple, un pays, comme c'est le cas de la France, où vous avez une épargne qui est relativement faible, on dit qu'elle est élevée en France, mais pour ma part, je considère que ce n'est pas tellement élevé, et un déficit public important, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? On va se financer à l'extérieur, on va vendre des titres à l'extérieur, et en contrepartie, on achète des produits. Et donc le déficit commercial, c'est en réalité la contrepartie d'un excédent de la balance des capitaux. Le mécanisme est tout à fait clair dans le cas, par exemple, des relations entre les États-Unis et la Chine. Il y a un taux d'épargne qui est très faible aux États-Unis.
En Chine, vous avez un taux d'épargne très élevé, en grande partie parce que les individus doivent pourvoir par eux-mêmes à tous les besoins de sécurité dans la vie. Le taux d'épargne chinois a été supérieur à 40% depuis des décennies, n'est-ce pas? Et pour ma part, je pense que le taux de croissance très élevé de la Chine, qui se réduit un peu actuellement, il est explicable non pas par le fait que l'économie a été tirée par les exportations, comme on le dit souvent, mais par le fait que ça a été une croissance tirée par l'épargne. Donc il y a un excès d'épargne en Chine, une insuffisance aux États-Unis. Les États-Unis vendent des titres, des actifs financiers à la Chine, qui en contrepartie vend des produits. Il y a un déficit commercial aux États-Unis. Et rien ne pourra modifier ce processus qui existe d'ailleurs depuis longtemps. Il y a des décennies que j'ai prévu que si les choses continuent ainsi, le déficit commercial américain continuerait. Donc vous voyez qu'on fait des erreurs d'analyse économique de ce point de vue-là. Je voudrais aussi, avant de rapidement conclure, je voudrais aussi quand même souligner une chose. Dans un cas comme celui de la France, où nous avons un taux de croissance faible, un chômage élevé, on préconise bien souvent une politique monétaire plus élevée. On dit ici, la Banque Centrale Européenne faisait une politique plus expansionniste, cela nous aiderait, cela stimulerait l'activité économique. Mais quand on a un problème, il faut s'interroger sur les causes. Dans toute discipline scientifique, on ne peut pas préconiser une solution si on ne connaît pas les causes. Or, je considère pour ma part que la situation économique française, elle est due au fait, non pas qu'il y ait une politique monétaire pas assez expansionniste, mais elle est due au fait qu'on a un excès de fiscalité et de réglementation qui tue les incitations à produire des individus. Et donc on ne résoudra pas le problème, on peut émettre autant de monnaie qu'on voudra, c'est pas ça qui va modifier le système d'incitation. Si les gens ne veulent pas produire plus parce qu'ils payent trop d'impôts, eh ben, ce n'est pas le fait de produire de la monnaie qui va changer les choses. J'en viens donc au dernier point, à savoir les solutions. Quelles solutions? Alors, il y a des solutions qui sont préconisées, qui consistent à encadrer ou à imposer certaines règles aux banques centrales. Bien souvent, on pense que l'indépendance de la banque centrale est souhaitable. C'est vrai que ça signifie qu'elle est dans ce cas-là pas obligée de financer, par exemple, des déficits budgétaires. Mais l'indépendance, on peut en faire un bon ou un mauvais usage. Et tout dépend des préjugés que l'on a, de la pression de l'opinion publique, etc. Donc ce n'est pas une solution efficace. On préconise le retour à l'étalon or. Mais il y a plusieurs étalons or, comme nous l'avons vu dans l'histoire. Si on revient à l'étalon or, avec un étalon or où la garantie de convertibilité est donnée par les banques centrales, l'histoire se répétera. Les banques centrales agissent discrétionnairement et sont capables de dévaluer et faire de la création monétaire. Imposer des règles aux banques centrales, c'est ce qui a été préconisé par Milton Friedman. C'est un peu ce qui a été fait dans beaucoup de cas et ce qui a d'ailleurs diminué le taux d'inflation par rapport à ce qui s'est passé par exemple dans les années 70. Mais les banques centrales, là encore, sont toujours capables de contourner les règles. On en a un exemple avec la Banque Centrale Européenne. On nous disait au départ que l'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'était zéro inflation. Et maintenant, on considère qu'elle a le devoir d'atteindre 2%. Peut-être que dans quelques années, on dira qu'elle a le devoir d'atteindre 5%, compte tenu des préjugés concernant la monnaie. Alors, on aurait déjà peut-être une contrainte plus importante sur les banques centrales en instaurant une plus grande concurrence entre elles, ce qui impliquerait par exemple de supprimer le cours forcé, autoriser les citoyens français à utiliser légalement la monnaie qu'ils préfèrent, même pour payer leurs impôts. Il y a un pays qui l'a fait en Europe qui est la Bulgarie. Mais la véritable concurrence, elle impliquerait évidemment de permettre la création de monnaies privées, ce qu'on a connu pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité. On l'oublie trop souvent. Et vous le savez peut-être, c'est Frédéric Hayek qui, dans les années 70, a réveillé cette idée. Ça a paru une idée extrêmement provocante, mais c'est une idée qu'on devrait considérer comme naturelle. Je vous signale au passage d'ailleurs que son petit livre « Denationalization of Money » a été traduit en français, qui va paraître
aux presses universitaires de France prochainement. Et on m'a demandé d'ailleurs d'en écrire la préface. Et c'est un livre que je vous recommande quand il sortira. Donc, c'est tout à fait légitime d'accepter et de souhaiter même la concurrence entre des monnaies privées pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, des raisons qui reposent sur le fait que les producteurs privés sont responsables. Alors, il est intéressant de voir que ça commence à exister, bien que les États essayent d'empêcher le développement des monnaies privées. Vous avez tous entendu parler évidemment du Bitcoin, mais il y en a bien d'autres. Il y en a 50 à 100 monnaies privées. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces monnaies? Elles ne survivront que si elles créent de bonnes monnaies, c'est-à-dire des monnaies qui maintiennent le pouvoir d'achat. Et il y a pour ça deux possibilités, deux techniques. Ou bien on donne une garantie de convertibilité à prix fixe contre un bien réel ou un panier de biens réels ou éventuellement un panier d'actifs financiers, etc. Enfin, c'est à inventer. La concurrence a ce grand mérite qu'elle incite les gens à expérimenter, à diversifier, etc. Et donc, peu à peu, on sélectionne ce qu'il y a de mieux. L'autre possibilité, c'est celle qui est utilisée par le Bitcoin, à savoir de décider à l'avance qu'il y aura une quantité maximale de monnaie, et jamais plus. C'est exactement le schéma que je décrivais tout à l'heure. Le seul problème, évidemment, c'est le problème de la création de confiance. Est-ce que nous sommes sûrs que l'engagement qui a été pris par l'inventeur du Bitcoin, qui n'a pas pris vraiment d'engagement personnel, on ne sait même pas exactement qui c'est, est-ce qu'on peut avoir totalement confiance dans sa parole? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que quelqu'un émette davantage de Bitcoin que ce qui a été annoncé, auquel cas sa valeur diminuerait? Mais si on trouve le moyen de créer la confiance dans ce système, c'est une bonne technique de création d'une nouvelle monnaie, de décider d'avoir une quantité limite, et il se passe dans ce cas-là ce que j'ai décrit tout à l'heure, à savoir une déflation, une baisse des prix en termes de la monnaie en question. Si jamais les monnaies privées pouvaient se développer en dépit des obstacles considérables, évidemment que les États essayent de leur opposer pour préserver leur monopole, eh bien nous aurions très probablement un monde sans inflation et un monde sans cycle économique. Les deux grands péchés venant du monopole monétaire disparaîtraient. Je vais m'arrêter là. Il y a bien d'autres problèmes dont j'aurais pu parler. Je vous prie de m'excuser d'avoir été un peu trop long par rapport à ce qui m'avait été demandé. Mais il est vrai que ces problèmes sont des problèmes d'abord qui m'excitent, c'est sûr, mais aussi des problèmes qui sont importants, qui sont complexes, qui mettent en cause toute une série d'autres questions. Donc, je m'arrête et puis je suis prêt pour vos questions.